اللي غنهضر عليها داخله في هذا الاطار ديال شنو هو الموقف اللي كناخذوه من واحد اللغه. لان يعني الانسان في التمثيلات كيدير لي جوجمون دو فالور، يجوج اللونغ، كيقول لك اللونغ avec des jugements positifs, négatifs, favorables, défavorables. نحاول مثلا نشوف واش التمثيلات عندهم واحد التاثير على التحفيز ديال اللغه. كيفاش الطالب عندنا هنا في الكليه تيختار لغه، تيختار الفرنسيه، تيختار الانجليزيه، تيختار هذا واحد الجانب. والجانب الثاني هو ان الندوه مبنيه على الامن اللغوي، لا سيكوريتي لينغويستيك. لان الا جينا ندخلوا في اطار ديال لونتروبوفاجي الافتراس وداك لو كونفلي ديالهم غنطيحوا في القضيه ديال السيكوريتي. لان علاش؟ لان اللغه المهمه كتأسس une insécurité linguistique par le dénigrement de notre langue, par des attitudes défavorables à notre langue. Alors احنا في هذا الاطار هذا الندوه بغينا نخلقوا ديك التعايش اللغوي، بغينا نخلقوا داك سميتها لا سيكوريتي لينغويستيك، الامن اللغوي. لان في واحد الاطار اللي تيكون فيه التعدد اللغوي شنو تيكون التكتلات اللغويه. خصنا نعرفوا بان لي فوني anglophonie, hispanophonie, sinophonie, amazigophonie, arabophonie, etc. تيوقعوا التكتلات لان لا موندياليزاسيون بغات هاد التكتلات. وملي كيوقعوا التكتلات خصنا نحاولوا ما امكن نلقاو ديك سكون ابيل حنا لا بروكسيميتي لينغويستيك. Ça a été dit tout à l'heure, par exemple, الامازيغيه والعربيه جوج لغات رسميه ديال البلاد. دونك عندهم واحد التكتل حتى هما. علاش؟ لان كيزابارتيان اون سول فامي الساميه الحاميه. دونك لانتركومبريونسيون بين هاد لي دو لونغ سا نو بوز اوكان بروبليم. الطالب يتعلم بالعربيه ولا يتعلم بالامازيغيه ماشي مشكل، لان نفس القواعد، نفس النحو، نفس دو ميم بور لاسبانيول، ليطاليان باغ اكزومبل. ايسي هنا في الكليه كاين الاسبانيول، كاين ليطاليان، ما عندهم، والفرنسيه ما عندهم اوكان بروبليم باسكو زابارتيان او لونغ رومان. ما غتطرحش المشكل ديال l'enseignement de ces langues. Alors, donc, la vision, une vision holiste, c'est qu'on doit enseigner les langues parce que ces langues appartiennent à une même famille linguistique. Avec le chinois, avec le coréen qui intègre l'université marocaine, c'est la famille afro-asiatique. Donc l'arabe et l'algérien, on peut les mettre ensemble avec le chinois, avec le coréen. Alors, غندخل في صلب الموضوع لان هاد الدوره هذه ديال الاستاذ المرحوم العراقي، الدكتور العراقي. دوبي تو تالور وانا كنت في المداخلات ديال الاخوان تنقول كيفاش ان ميدسان qui s'est intéressé à la médecine, qui s'est retrouvé à la tête d'un ministère de l'environnement et qui s'intéresse aux langues. Alors c'est pour cela, dans mon deuxième point de mon intervention, je vais parler de l'écologie des langues. écologie اللغات. لأن écologie اللغات هي هذه. لأن écologie اللغات اعتمدت على la médecine. C'est-à-dire une conception médicale et médicinale de la langue. On parle de la mort des langues, on parle de la réanimation linguistique, on parle de la revitalisation linguistique, et ainsi de suite. On parle de l'écologie, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire le biotope, c'est-à-dire l'écosystème, comment la diversité linguistique instaure ce phénomène écosystémique, l'écosystème. Alors, comme je disais, que le professeur Al-Iraqi s'est intéressé à ces phénomènes-là, et donc il avait cet état d'esprit de revoir la langue et de la mettre dans son environnement. Alors, d'un point de vue méthodologique, je me suis intéressé à la sociolinguistique. Pourquoi? Parce que la sociolinguistique s'intéresse beaucoup au phénomène de contact des langues, s'intéresse beaucoup au phénomène de représentation. Comment un apprenant d'une langue, comment s'imagine, c'est les images
que renvoie cette langue. Pourquoi? Et de là, bien sûr, je m'intéresserai au choix. Pourquoi tel étudiant a choisi de s'inscrire dans un département du chinois? Pourquoi un tel étudiant s'est inscrit dans un département d'anglais, etc. Donc, comment se construisent les images, comment se construisent ces représentations par rapport au choix et par rapport aux motivations. Bien sûr, dans les motivations, j'aborderai les facteurs. Quels sont les facteurs internes qui ont présidé à ce choix et quels sont les facteurs externes aussi qui président au choix. D'ailleurs, ce matin et tout à l'heure même, les camarades ont abordé la question de langue, comment définir une langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Alors la langue, c'est non seulement un système, c'est aussi un marqueur. C'est aussi un marqueur d'identité, un marqueur de communautaire, c'est-à-dire il inscrit son usager dans une communauté linguistique, il lui donne une identité linguistique, etc. Alors, comme il est dit tout à l'heure que les langues officielles du Maroc, c'est l'arabe, et c'est l'azéria. Donc à l'université, qu'est-ce qui se passe? L'université doit quand même sauvegarder la langue nation. Qui est la langue nation? Par exemple, c'est l'arabe. Donc il doit quand même, à l'université, je parle du cas de l'université marocaine, donc il doit quand même veiller à la protection de ces langues. Et du coup, on a deux langues officielles, donc une co-officialité qui a été institutionnalisée au Maroc. Donc l'État marocain aussi doit veiller à la sauvegarde et à la protection des deux langues. Tout à l'heure, Mustafa a parlé de la loi organique, etc. Alors comment ça va se faire l'opérationnalisation de ce bilinguisme additif? Parce que le Maroc, avant le référendum de 2011, était un bilinguisme soustractif, c'est-à-dire on a soustrait les langues locales, nationales, qui a été dit ce matin, les langues nationales amazighiennes, darija, maghribiya. Donc il y avait institutionnellement, il y avait ce bilinguisme, l'instauration d'un bilinguisme soustractif. Après le référendum de 2011, juillet 2011, donc, le Maroc a institutionnalisé le bilinguisme additif. On a ajouté l'oral amazighiya, l'oral arabien. Alors, dans la réalité, c'est-à-dire une vie où le Maroc est un pays où il y a la diversité linguistique, c'est un pays multilingue. Il faut le reconnaître. Regardez donc dans la carte linguistique mondiale. Ce matin aussi a été abordée la question de la diversité dans le monde, en Afrique, en Asie et autres. Alors la mondialisation, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Cette tiresse. La mondialisation, il est beaucoup, comment dire, elle se pose sur l'unilinguisme, c'est-à-dire le monolinguisme, l'anglicisation. Alors que regardez maintenant, il y a deux tendances dans le monde. La première tendance, c'est une tendance monolingue, c'est-à-dire l'impérialisme américain, la présence de l'anglais. Et l'autre versant de la mondialisation, c'est la pluralité linguistique, le pluralisme. C'est-à-dire qu'il y a une tendance où il y a la présence de plusieurs langues. Regardez un exemple qui est simple. Regardez l'Afrique, l'Asie par exemple. Ce sont deux continents riches en langues. Économiquement, ils sont pauvres, mais linguistiquement, ils sont riches. Parce qu'il y a ce taux, c'est-à-dire ce taux de pluralité linguistique. Il y a un taux très très élevé de l'usage des langues. En Asie, regardez le cas de l'Inde, en Afrique, regardez l'Afrique du Sud. Et puis, de l'autre versant, par exemple l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est un continent pauvre en langue, riche en population. L'indice de la population, l'indice démolinguistique de la langue, il est très très élevé, avec peu de langues, c'est-à-dire une tendance vers
l'anglicisation. Alors que dans les continents faibles économiquement, il y a ce pourcentage très très élevé de l'usage des langues. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il y a deux pôles, les langues puissantes et les langues non puissantes. Les langues puissantes démographiquement, économiquement, et les langues non puissantes démographiquement, économiquement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui est soustractif. On essaye de faire dominer une langue, l'anglais en l'occurrence, et ce qui est additif dans la diversité linguistique. Il y a par exemple des langues périphériques qui se combinent, qui s'additionnent à des langues centrales ou à des langues hyper centrales. Alors donc, dans ce sens, il faudra bien sûr développer des recherches allant dans la direction de la diversification, de la dialectalisation de langue, ou tout simplement de ce multilinguisme vertical, c'est-à-dire une langue périphérique avec une langue périphérique. Ce qui est le cas, par exemple, si on prend l'Amaziria et l'Arabia. C'est le contact, le bilinguisme de deux langues périphériques par rapport à ces langues mondiales, qui, entre autres l'anglais, l'espagnol, le français et autres. Donc, toujours dans le cadre de la diversité linguistique, qu'est-ce qu'on remarque, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des niches qui se construisent, il y a des phonies qui se construisent, et à chaque phonie, il y a son agent promoteur. Par exemple, regardez, si on prend le cas du français, il y a l'Institut français. Si on prend le cas de l'espagnol, il y a Cervantes. Si on prend le cas de l'allemand, il y a Goethe, le chinois Confucius. Voilà, donc Confucius, etc. Alors, chaque langue, dans ce cadre du marketing linguistique pour promouvoir une langue, ils ont des promoteurs. Alors, ce qui facilite, bien sûr, comme je l'ai avancé tout à l'heure, la question de l'intercompréhension. Pourquoi ces langues, pourquoi ne se fédèrent pas? Donc l'expérience, par exemple, ici, à l'échelle de notre faculté, pourquoi on ne fédère pas les départements? C'est-à-dire, il y a des départements caméto-sémitique ou afro-asiatique, où on enseigne l'arabe, on enseigne l'amaziria, c'est un exemple. Et puis, un autre département où on enseigne les langues romanes, c'est-à-dire les langues indo-européennes, comme les langues romanes espagnol, français, italien, et les langues germaniques. On a un département d'anglais, on a un département d'allemand, etc. Pour éviter ces problèmes de conflit de langue, pour éviter ce problème de représentation déjà qui sont en œuvre pour dénigrer une langue ou pour critiquer ou pour juger de la négativité ou de la positivité d'une langue. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'État marocain, depuis avant la Constitution 2011, était un État qui favorisait le monolinguisme, c'est-à-dire une seule langue officielle. Parce que je ne vais pas parler des langues étrangères, une seule langue officielle. Alors, de là, qu'est-ce que s'est développé? C'est développé ce principe même de la glottopolitique jacobine, c'est-à-dire un État, une nation, une langue. Alors, rapidement, depuis juillet 2011, bien sûr, l'État marocain préconise le bilinguisme officiel, donc c'est un État bilingue, puisqu'il y a l'Arabia et l'Amaziria, c'est-à-dire que le Maroc adhère au plurilinguisme linguistique, au plurilinguisme culturel et autres.
À travers cela, quand même, on doit un peu s'arrêter sur les institutions. Les institutions, pour ce point, j'ai subdivisé mon intervention en deux volets. Les institutions constitutionnelles. Quelles sont les institutions constitutionnelles au Maroc qui sont là pour une politique linguistique quelconque? Il y a bien sûr, d'ailleurs, ces institutions ont cette mission de gérer le plurilinguisme marocain. Ces institutions ont pour mission une planification linguistique, quelle langue enseigner, à quel niveau, etc., etc. Donc, à ma connaissance, on attend toujours le Conseil national des langues et de la culture marocaine. Il y a une commission de l'enseignement de la culture et de l'information au Parlement. Il y a bien entendu l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh. Il y a l'Académie de la langue arabe. Il y a Hayat al-Hijab al-Hissaniya. Il y a Hayat al-Lughat al-Ajnabiya, qui sont que Hayat. Donc il y a d'une part des institutions, il y a aussi d'autre part des institutions académiques. Quand je dis les institutions académiques, c'est-à-dire l'école et l'université. Donc un petit mot rapidement à propos de l'école et l'université. Comme on le sait, l'école et l'université ont deux types d'orientation, ont deux discours sur la langue. Un discours linguistique, c'est-à-dire enseigner, faire apprendre une langue, sa grammaire, c'est-à-dire tout ce qui est la pureté, la norme, etc. Et puis il y a un discours épilinguistique, c'est le discours de représentation. Il y a un discours épilinguistique qui est en train de se faire. C'est-à-dire que la langue, l'école, l'institution, qu'est-ce qu'il fait? Il légitime une langue. Il lui donne une légitimité. Parce que derrière l'université ou derrière l'école, il y a tout un appareil. Et tout un appareil idéologique, dans le sens qui lui a été donné par Bourdieu, c'est-à-dire quelle est la langue de la légitimation. D'ailleurs, ceci se pratique et se traduit par les concours, par les examens, par l'évaluation qu'on fait par rapport à une langue, par rapport, tout à l'heure, ça a été dit même, les universités privées, quel est le rôle des universités privées, quel est le rôle des écoles privées, etc. C'est pour légitimer, c'est pour la reproduction sociale d'un certain nombre d'usagers de langue et d'un certain nombre de langues aussi. Donc il y a l'école, c'est la domination linguistique. L'école, c'est la reproduction sociale d'une élite, par exemple. Alors, à propos, donc j'ai encore 2-3 minutes. À partir de tous ces éléments, quel est le champ linguistique marocain à l'université? Je parle d'université. Quelles sont les langues parlées, enseignées dans les universités marocaines? Leur statut, leur degré d'usage, leur domaine d'usage et leur avenir aussi, parce que quand on fait une politique linguistique, on doit quand même aussi avoir des pronostics, quel serait le devenir de ces langues. Et puis, comment mon expérience, qui a fait l'objet d'un article publié depuis 2 ans, concernant comment les représentations sociolinguistiques peuvent avoir un impact sur le choix d'une langue à l'université. Parce que cette motivation obéit au moins à 5 critères quand on est motivé par l'apprentissage d'une langue. Il y a le critère économique, c'est-à-dire l'utilité de la langue. Quelle est la langue utile? Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un questionnaire que j'avais administré à des étudiants il y a 2 ans, ici même. C'est-à-dire l'utilité de cette langue, le facteur ou les critères économiques. Est-ce que cette langue vous donne accès au marché du travail? Il y a le critère social, le prestige social, le statut social que donne l'apprentissage d'une langue. Il y a le critère culturel, esthétique, une valeur esthétique qui est donnée par la langue. Tout à l'heure, j'ai parlé des attributs qu'on donne aux langues, par exemple, le français, le rat Molière, l'allemand, le rat Goethe, l'anglais, le rat Shakespeare, et l'arabe, le rat Tlan. Pourquoi le rat Tlan? L'amazigh, il y a aucun attribut, par exemple. Alors, il y a ces problèmes de l'évaluation d'une langue. Et puis, il y a le critère affectif.
C'est-à-dire qu'il y a un affect, une affection à une langue, comme un sentiment linguistique vis-à-vis d'une langue, même vis-à-vis des usagers de cette langue. Comment se construit maintenant, comment ça se construire les attitudes par rapport à des langues. Et puis, il y a le critère épistémique. Le cinquième critère, c'est-à-dire que est-ce que cette langue peut véhiculer un savoir? Est-ce que cette langue peut être véhiculée? Il y a d'autres éléments. النقاش غنرجع عليهم. شكرا للأستاذ بوعود. ترتئي اللجنة المنظمة لهذه المناظرة الوطنية أن تتيح الفرصة لطالب في الدكتوراه ليشارك عبر موضوع. وأذكر دائما أن محور وموضوع هذه المناظرة هو ترشيد الحق اللغوي، اللغات بين الاكتساب والتدريس والاستعمال.